À vous, cher. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est un peu contraint par le temps, il faudrait qu'on s'arrête assez tôt. Donc je dirais peut-être un tout petit peu plus vite que d'habitude. Mais le sujet est tellement passionnant que d'abord il nous concerne tous, étant donné que c'est des possessions françaises, donc c'est Indo-Pacifique. Et c'est des moments qui sont très difficiles aussi parce que tout ce qui se passe à Mayotte, ça se passe dans l'Indo-Pacifique, et tout ce qui se passe en Polynésie, c'est dans l'Indo-Pacifique. Et c'est donc des sujets qui sont d'actualité sur lesquels il faudra que je revienne un tout petit peu pour comprendre un peu l'origine de ces difficultés que nous connaissons pour le moment. Alors dans un premier point, je voudrais présenter cet ensemble, c'est-à-dire les aspects généraux et à travers cette carte, je crois, qui est suffisamment parlante, où l'on voit les distances qui séparent la France de ces territoires. On est toujours entre 10 000 et 20 000 kilomètres. En avion, c'est des dizaines, entre 10 et 15 heures d'avion, parfois plus, et en bateau, c'est plus d'un mois. Donc c'est vraiment extrêmement lointain. Tout ça, c'est une situation qui illustre bien cette carte. Alors, dans l'océan Indien, eh bien, vous avez... dans l'océan Indien, vous avez un certain nombre de possessions qui apparaissent ici, autour de la Réunion et de Madagascar. Il y a Mayotte, on y reviendra sur des cartes un tout petit peu plus détaillées. Et puis vous avez toute la Polynésie qui apparaît là, parce que la Terre est ronde, donc ils ont mis deux flèches, une vers la Polynésie, une vers Wallis-et-Futuna, qui est ici, mais vous entendez parler tous les jours à la météo de Wallis-et-Futuna, et qui sont très éloignées. Puis il y a les terres antarctiques qui sont ici, et puis la Terre Adélie qui est là sur le continent antarctique lui-même. Donc il y a là vraiment un ensemble très copieux de terres qui sont françaises et qui qui ont à peu près, pas tout à fait la superficie de la France, 475 000 km², la France c'est 550, vous voyez, c'est un petit peu moins que la France tout entière, et c'est seulement 2 millions d'habitants, et non pas 68 ans. Donc vous voyez bien la différence en même de poids, en superficie ça tient. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et qui est extrêmement important et qui pèse lourd dans les décisions qui sont prises, c'est une zone exclusive économique, ZEE comme on dit, et qui est de l'ordre de 11 millions de kilomètres carrés. 11 millions de kilomètres carrés, ce qui fait la deuxième superficie d'espace maritime après celle des États-Unis. Et ça, c'est fondamental. Et on verra tout à l'heure un peu qu'on a du mal à s'occuper de ces 11 millions de kilomètres carrés. Alors, aujourd'hui, pour l'essentiel, ces terres du Pacifique, de l'Indo-Pacifique, ont à peu près le même statut, un petit peu différent, des fois dans le détail, mais c'est des collectivités d'outre-mer. C'est un statut qui a unifié un certain nombre des statuts autrefois, qui existaient. Et la France est là-bas depuis très longtemps, je ne vais pas faire l'histoire, tout ça, mais Louis XVI se passionnait pour le Pacifique, pour ces terres lointaines, et au XVIIIe, la Pérouse est mort là-bas en 1788, dans les îles Salomon. Bougainville aussi, bien entendu, Dumont-d'Urville, le nom de la base qui est en Terre Adélie. Il y a là des chercheurs, des aventuriers, des militaires qui ont porté le drapeau français un peu partout dans le monde dès le XVIIIe siècle. Alors, dans cette démarche vers l'Indo-Pacifique, la France s'est toujours heurtée de front avec l'Angleterre. L'Angleterre, elle avait la même ambition. Et ça a toujours été une confrontation des deux par l'intermédiaire de l'Église. Les Anglais soutenant les protestants, la France soutenant les catholiques. Et il y avait les missionnaires protestants, les missionnaires catholiques, et c'est par eux que ça se passait, ces conflits. Parce qu'ils s'intégraient vraiment, on en a un peu parlé avec le Vanuatu, et puis la Nouvelle-Zébride, les Nouvelles-Zébrides d'autrefois. On avait ce problème-là, catholiques et protestants, français et anglais. Mais ils ont eu deux politiques complètement différentes au XXe siècle. L'Angleterre a décolonisé très facilement et a fourni un cadre nouveau à ces nouveaux pays indépendants, le Commonwealth. Et ça s'est plus ou moins bien passé, mais en fait, dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. Nous, on a tout gardé tel quel,
et c'est aujourd'hui la source de nos problèmes, en grande partie. Donc, deux politiques différentes entre l'Angleterre et la France, ça c'est quelque chose qui est une donnée fondamentale. Alors, toujours dans ces généralités, je crois qu'il faut bien distinguer ces territoires qui sont vides, où il y a très peu de monde pratiquement. Le petit rocher des Clipperton, là on en reparlera, il n'y a pas d'habitants. Hein. Il y en a eu de temps en temps pendant la guerre, il y a eu les Américains, il y avait bien un dépôt de pétrole pour leur marine, mais bon, il y a un navire français qui y va une fois de temps en temps, mais c'est tout, il n'y a personne. Dans les îles australes, c'est pareil, les Kerguelen et tout ça, il y a simplement des stations climatiques et puis des scientifiques qui de temps en temps s'y installent pour un mois, 2 mois, 3 mois ou un hiver, et ils restent là-bas pour faire des études ou pour faire des relevés météo. Mais il n'y a personne. Hein. Les îles éparses dont je vous ai déjà parlé, mais dont on reparlera, et qui sont dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique de l'Est, c'est pareil, il y a des stations météo, et puis il n'y a pas de gens permanents. Dans les îles Marquises, c'est pareil, il y a un énorme ensemble insulaire, mais il y a 10 000 habitants, donc je le mets dans des ensembles où il n'y a pas grand monde, quoi, 10 000 habitants perdus comme ça, là-bas au fond du Pacifique, ça compte pas beaucoup. Wally et Futuna, c'est pareil, hein, il y a 10 000 12 000 habitants, c'est très peu de monde, quoi. Et à côté de ça, il y a des terres qui sont très peuplées au contraire. Hein. Je vous rappelle que la Réunion, qui fait partie de ces terres, a 900 000 habitants. Je vous rappelle que la Nouvelle-Calédonie en a 300 000, que Mayotte en a autant, et sans doute plus. Hein. On hésite beaucoup entre 300 et 400 000. Hein, c'est vraiment imprécis, mais le maire de la capitale de Mayotte, eh bien, il estime qu'il y en a au moins 400 000. Et puis la Polynésie, il y en a aussi 300 000. Donc vous voyez, il y a des terres vides, et puis il y a des terres où il y a quand même pas mal de monde et où ça pose un certain nombre de problèmes. Les traits communs à toutes ces terres, c'est d'abord l'éloignement. Hein. Je crois qu'il faut retenir l'image qui est là-dessus, sur cette diapo. C'est très loin. Ça, c'est l'éloignement qui est fondamental. C'est loin de toute l'Europe, c'est pas seulement loin de la France, c'est loin de toute l'Europe, mais c'est aussi loin des États-Unis, c'est un peu moins loin du côté de la Chine, mais c'est vraiment des terres qui sont très isolées. Hein. Pour la Réunion, en avion, il faut au moins 11 heures, pour Tahiti, il faut 21 heures. Donc, ça compte quand même pas mal, quoi. Et puis pour aller à Wallis et Futuna, c'est pas question d'y aller en avion, mais il faut 31 jours en bateau. Alors quand il y a un problème, pour envoyer l'escorte là-bas, 31 jours, un mois, c'est long, hein. Ça pose quand même un problème. Le deuxième aspect général, c'est l'émiettement. C'est-à-dire que quand on parle de Wallis et Futuna, quand on parle des îles éparses, c'est des archipels en fait, hein. Il y a des dizaines et des dizaines, quand c'est pas des centaines d'îles. Et ça, c'est l'émiettement. Ça veut dire que les marchandises, comme les hommes, sont transbordées sans arrêt. C'est-à-dire, vous arrivez dans une autre, il faut aller dans une deuxième, dans une troisième, dans une quatrième, etc. Et c'est extrêmement compliqué. Ça coûte très cher, et c'est très compliqué parce qu'il faut des bateaux civils, il faut des bateaux militaires, et ça complique l'éloignement. L'émiettement est complètement différent de ce qu'on peut imaginer chez nous. Alors, j'avais trouvé un article qui m'avait frappé par son titre, et qui donnait bien, si vous voulez, l'image de ça. Il s'appelait « La pirogue et le porte-avions ». C'est un peu ça, parce que la pirogue, c'est le moyen de communication des indigènes, même si c'est sur des distances très longues, et le porte-avions, c'est l'instrument indispensable à la France, comme à toutes les puissances coloniales, pour aller là-bas, parce qu'il faut des avions, et il n'y a qu'un porte-avions qui peut les transporter, des hélicoptères, des avions, etc., etc. Donc la pirogue et le porte-avions, ça, c'est un dilemme extrêmement fort. Les conséquences de ces caractères généraux, c'est que tout cela nécessite beaucoup de matériel. Il faut beaucoup de bateaux, beaucoup d'avions, il faut énormément de matériel civil et militaire, et malheureusement, on ne l'a pas toujours. On y reviendra. Ensuite, ça nécessite beaucoup de temps perdu pour y aller, temps perdu pour les transferts d'une île à une autre, et bien sûr, le total de ça, c'est le coût. Tout est cher, parce que ça coûte cher que de transporter, de venir, ça coûte cher pour aller de se transporter d'une île à une autre, tout est cher, et la nourriture en particulier, quand elle est importée, elle est hors de prix. Et c'est à l'origine d'un certain nombre de critiques aujourd'hui, en particulier, y compris à Tahiti, tout est cher parce que ça vient de loin et ça prend beaucoup de temps. Le coût du transport est une donnée fondamentale de l'économie dans ces îles. Ou alors il faut être complètement autonome, et il y en a très peu qui le sont. Alors pourquoi la France reste là-bas? Qu'est-ce que ça lui apporte pour le moment? Une puissance diplomatique.
Une puissance diplomatique, incontestablement, c'est la France qui a la troisième en fait, après les USA et la Chine, la troisième unité diplomatique à l'échelle d'un pays, c'est-à-dire par termes de diplomates, de consulats, d'affaires diplomatiques, la France est la troisième puissance après la Chine et les USA. Ça aussi, ça coûte cher, parce qu'il faut les payer, ces ambassadeurs, ces consuls, etc. C'est important, ça nous donne un statut à l'échelle internationale. Chaque fois qu'il y a un problème dans un coin du Pacifique, la France est plus ou moins concernée, et il faut payer. Alors ça lui donne aussi le droit de faire partie d'un certain nombre de ces organismes qu'on a déjà vus, l'ASEAN par exemple, l'Asie du Sud-Est. Ben, la France, comme par hasard, elle est présente par le biais de la Réunion, et donc elle siège dans ces sociétés annexes, par une position annexe de ces sociétés, par exemple de l'Asie du Sud-Est. Mais la communauté du Pacifique, le Forum du Pacifique, la France en est titulaire, parce qu'elle a des possessions là-bas. Ce que leur conteste d'ailleurs un certain nombre d'indépendantistes, mais il n'empêche que c'est la France qui représente tout ça. Ensuite, c'est intéressant parce que c'est sur le plan culturel et linguistique. La France a 300 millions de francophones, c'est vrai que ces terres ne font que 2 millions d'habitants, mais ça c'est 2 millions de plus parce que la francophonie joue un rôle non négligeable dans ces territoires-là. Et puis ça joue un rôle dans l'économie. L'Agence française pour le développement, elle aide ces pays-là, c'est des subventions qu'on donne pour l'éducation, pour la santé, pour l'école d'une manière générale, mais la ZEE fournit aussi des emplois en France. On estime qu'il y a 350 000 emplois en France qui dépendent de ces terres du Pacifique pour les alimenter en ceci ou en cela. Et ça aussi, c'est important. Enfin, dernière chose, peut-être la plus importante, c'est pas tellement les poissons, c'est pas tellement l'eau des ZEE, mais les fonds sous-marins. 11 millions de kilomètres carrés de fonds sous-marins. Et là-dedans, il y a des richesses fabuleuses. Il y a des richesses fabuleuses en termes de sources d'énergie, en termes de matières de terres rares, en termes de minerais, fer, zinc, cuivre, etc., cobalt. Pas facile toujours à exploiter, mais ça progresse très très vite. Et là, ça attire beaucoup de monde. Souvent, quand il y a un rocher qui est voulu par la Chine et qu'il est possédé par la France, la Chine fait des histoires pour ceci ou pour cela, mais ce qui l'intéresse, c'est pas tellement l'îlot, c'est ce qu'il y a sous l'îlot qui l'intéresse. Et les terres rares et les ressources. Par exemple, dans le détroit du Mozambique, avec les îles éparses, le détroit du Mozambique, on estime que c'est aussi riche que la mer du Nord en pétrole et en gaz. Donc, il n'y a personne sur ces îles éparses. Mais Madagascar le veut, maintenant l'île Maurice, les Russes nous embêtent là-dessus, etc., etc. Parce que dessous, il y a des ressources qu'un jour ou l'autre, elles seront exploitées et feront la richesse du pays qui sera titulaire de la souveraineté sur ces îlots. Ça, c'est extrêmement important. Il y a ce qui se voit, il y a ce qui ne se voit pas, et qui est dessous, et qu'un jour, on pourra peut-être exploiter. Il y a beaucoup qui disent que l'avenir est dans les océans. L'avenir est en partie dans les océans, l'avenir de l'autre planète. Et puis, c'est surtout aussi une puissance militaire. Incontestablement, la France, c'est pas qu'il y a de très grandes bases, mais il y a des troupes stationnées en Nouvelle-Calédonie, il y a des troupes stationnées du côté des Polynésiens, il y a des troupes stationnées à La Réunion, il y a des militaires, il y a entre 7 et 8 000 militaires qui sont stationnés là-bas, qui tournent avec des bateaux, des avions, et puis des gens qui peuvent là faire un peu de protection quand c'est nécessaire. Et là, c'est important pour les armées aussi, parce que ça leur permet d'avoir des terrains véritablement d'expérimentation des guerres du futur, et ça aussi c'est important. Alors bien entendu, il y a des pays qui ne voient pas ça d'un bon oeil, et il y a la Chine d'une part, qui véritablement voudrait bien mettre la main sur tous ces pays-là. Je vous rappelle par exemple que ces pays-là représentent 0,1% de la population. Mais ils représentent, s'ils étaient tous indépendants, 6,5% des droits de vote à l'ONU. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que quand la France est condamnée parce qu'elle ne décolonise pas assez vite, et bien, tous les autres petits pays qui sont indépendants, ils votent contre la France. Et ils sont soutenus par la Russie, par la Chine, etc. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de petits pays qui sont indépendants, mais qui ont qui votent et qui ont un droit de vote à l'ONU. Ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue, c'est quelque chose d'important. Enfin, sur le plan militaire, il ne faut pas oublier que ça nous a servi de terre
terrain d'expérimentation de la bombe atomique, hein, puisque entre 66 et 76, on a fait à la fois des essais aériens et des essais souterrains, ce qui nous a valu, nous l'avons vu avec la Nouvelle-Zélande, beaucoup d'inimitié. Et il y a des populations encore qui n'ont pas complètement digéré ce phénomène, même si, au point de vue sanitaire et au point de vue financier, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il n'empêche que ces essais, ils ont eu lieu là-bas, dans les Tuamotu, en Polynésie. Alors, ces territoires, eh ben, c'est une source de difficulté parce qu'on est dans l'Indo-Pacifique, et l'Indo-Pacifique est une des régions aujourd'hui dans le monde qui est instable, et qui risque d'exploser pour un biais ou par un autre. Et qu'est-ce que va faire la Chine avec Taïwan, on ne sait toujours pas. Et ça nous met aussi dans une position où on risque d'être entraîné dans un conflit. Il faudra prendre position. Hein. Si la Chine attaque Taïwan, qu'est-ce qu'on fait? On reste l'arme au pied, on ne fait rien, on fait quelque chose. Ça sera un peu difficile. D'autre part, ça coûte cher. On estime qu'entre 10 et 12 milliards d'euros partent de la métropole vers ces terres. Il n'y a que 2 millions d'habitants. Hein. 10 à 12 milliards chaque année partent là-bas. Et donc, c'est de l'argent qui n'est pas destiné à la Corrèze, hein, évidemment. Hein, ça va de l'autre côté. Donc, ça suscite des craintes, ça suscite véritablement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Enfin, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a des gens qui voudraient bien nous les prendre, ces terres. Hein, Madagascar, l'île Maurice, la Chine, même l'Océanie, même l'Australie. Hein, elle nous a déjà laissé sur un contrat de sous-marin, mais elle regarde la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, la Chine et l'Australie voudraient bien se partager l'un et l'autre. C'est le nouveau Mayotte, hein, un jour ou l'autre. Hein. Parce que c'est bourré de nickel, et le nickel aujourd'hui, c'est vraiment très important pour les technologies modernes. Et je ne parle pas des fonds sous-marins, parce que là aussi tout le monde y est intéressé. Mais la France ne peut pas surveiller 11 millions de kilomètres carrés, c'est pas possible. Elle n'a qu'un porte-avions. Et ce porte-avions, quand il est au Moyen-Orient, ben, il n'est pas là-bas. Et il faut un mois pour y aller et revenir, un mois aussi. Donc il ne peut pas être partout, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. C'est vraisemblablement surdimensionné pour une puissance comme la nôtre. C'est un vrai souci. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter ces différents territoires et leurs problématiques géopolitiques. Alors, je commence par l'océan Indien. Et l'océan Indien, c'est l'île de la Réunion qui est là. Hein. On va commencer par la Réunion, l'ancienne île Bourbon. 2500 km², 900 000 habitants, je vous l'ai dit tout à l'heure, de loin la plus peuplée de toutes ces terres. C'est à 700 km de Madagascar, à 170 km de l'île Maurice, et c'est un peu plus éloigné par rapport aux Seychelles, qui sont juste au nord. C'est une île volcanique, vous le voyez. C'est une île volcanique avec deux pôles volcaniques. Hein. Celui-ci, là, ce qui est pointé pour le moment, hein, c'est le plus grand volcan, mais il est éteint, celui-là. Et vous voyez le volcan, ses flancs ont été creusés par ce qu'on appelle des cirques. Hein, ces grands cirques qui sont là, il y en a 3, mais il est éteint. Et puis le deuxième, ici, c'est le piton de la Fournaise, et lui, il est toujours actif. C'est-à-dire que c'est un piton qui, de temps en temps, se fâche, assez souvent d'ailleurs, hein, maintenant, et il donne à la fois, donc on passe à la suivante, il donne des cônes comme ça qui laissent échapper des coulées, et on voit les coulées, les coulées, elles empruntent soit des lits de rivière quand il y en a, soit les routes, parce que c'est plus pratique pour elles, pour s'écouler vers la mer. Mais c'est pas trop dangereux, c'est pas un volcan très explosif, sinon au sommet, et puis ces coulées, elles s'écoulent très lentement, hein, finalement, donc on a le temps de se... Vous voyez, les gens sont juste à côté, ils n'ont pas vraiment peur, simplement on surveille, on essaie de la canaliser pour essayer de faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Alors, on revient sur la première photo qui est là, l'autre là, ouais. Vous voyez qu'entre ces deux pôles volcaniques, celui du nord et celui du sud, eh bien, entre les deux, il y a un espace qui est celui de ce qu'on appelle la plaine des Cafres, ou la plaine des Palmistes, et où on peut passer d'une côte à l'autre sans trop de problème, et où il y a une population qui vit à des altitudes plus ou moins importantes, qui sont là, autour de 1000 mètres à peu près. Alors, donc on va revenir là, voilà.
cette île, elle est peu utilisable par l'homme seulement dans les parties basses, c'est-à-dire celles qui sont en vert sur cette carte, c'est-à-dire sur le pourtour au fond. Mais dès qu'on monte sur les premières pentes, ça devient plus difficile, l'érosion est très forte et puis les pentes sont très fortes et il faut aller vraiment sur les hauts, on en reparlera tout à l'heure, sur les hauts, vraiment sur les hauts, pour avoir une position plus stable. Mais l'espace maintenant disponible est très limité et les densités sur cet espace littoral, en vert, ici, eh bien, elles sont très très fortes. Hein. On est entre 300 et 600 habitants au kilomètre carré. C'est vraiment très fort parce qu'au fur et à mesure qu'on monte, la population s'éclaircème. Il y a au sommet qu'on trouve des choses qui sont plus utilisables par l'homme. Alors, c'est une île donc qui a peu d'espace utilisable facilement et ça pose quand même un certain nombre de problèmes étant donné la quantité de population aujourd'hui. C'est peut-être aussi ce qui explique que la population de La Réunion a tendance à baisser à l'heure actuelle. Les gens s'en vont peut-être à cause aussi du chômage, peut-être aussi à cause du manque de perspective sur cette île pour s'installer simplement, parce que c'est assez difficile. Alors le climat est un peu particulier. Alors ça on passe, on va à la prochaine, là, voilà, voilà. C'est le régime des pluies, c'est un climat tropical de l'hémisphère sud. Et donc tout ce qui est bleu, ça reçoit des quantités énormes de pluie, ça monte jusqu'à 12 mètres, je dis bien 12 mètres, pas 12 mm, 12 mètres de pluie, hein, sur les zones qui sont les plus bleutées. Et c'est difficile comme climat, bien entendu. Ça, c'est le climat au vent. Et puis de l'autre côté, là où c'est jaune, on a des quantités qui sont modestes, qui sont de 1000, 2000 mètres, de 1000, 1 mètre à 2 mètres. Et c'est tout à fait utilisable, c'est bien que les grandes villes, et en particulier la capitale, Saint-Pierre et Saint-Gilles aussi, sont sur cette façade-là, alors que de l'autre côté, c'est nettement moins peuplé parce que c'est un climat qui est vraiment très très dur. Alors le peuplement de cette île, il est avec un vieux fond indonésien, enfin océanien, un vieux fond océanien, donc je descends, je ne l'étudie pas en tant que tel. Mais ce vieux fond océanien, eh bien, il a été perturbé par l'arrivée des musulmans, des sultanats des Comores en particulier, qui viennent donc de l'Afrique, et qui se sont installés là dès le XIe, XIIe siècle. Hein. Ensuite, au XVIIe, XVIIIe, les Européens sont venus, hein, comme d'habitude, les Portugais qu'on a vus un peu partout, et puis les Pays-Bas, mais surtout les Français, qui ont fait main basse sur l'île. Pour la peupler, d'ailleurs, il a fallu faire appel à l'esclavage. Et l'esclavage qui a été supprimé en 1848 seulement, eh bien, a permis de développer des cultures de traite, hein, qu'on appelle, c'est-à-dire du coton, de la canne à sucre, et ça a disparu donc en 1848. Et il fallait bien quand même quelqu'un pour travailler, donc on a fait venir, par un contrat qui s'appelle l'engagisme, on a fait venir des gens d'un peu partout, donc des Chinois, des Indiens, des Vietnamiens, franchement, on a fait tous les horizons, si bien qu'aujourd'hui, la Réunion est un véritable melting pot, c'est-à-dire qu'il y a des gens partout dans le monde, des ethnies très différentes, il y a toutes les religions qu'on puisse imaginer, elles sont toutes là pratiquement, hein, il y a un polythéisme tout à fait extraordinaire, et c'est un ensemble aujourd'hui qui ne connaît plus de croissance véritablement, au contraire, ça décroît, la natalité est en baisse, l'immigration, l'arrivée des étrangers diminue, au contraire, il y a des départs vers la France, départs vers l'Afrique, vers les littoraux, là où il y a du pétrole qui se développe, et c'est une île qui a un problème démographique et un problème économique. Hein. C'est assez compliqué, la Réunion. C'est pas pour autant qu'ils veulent être indépendants, hein. Il n'y a pas de mouvement contestataire violent ni quoi que ce soit, mais on sent bien qu'ils sont à l'affût d'aides nouvelles pour faire en sorte que ça aille un tout petit peu mieux. Alors, c'est un département du 1946, donc département comme un département français, donc il est quand même très subventionné. En 1946, il y avait 250 000 habitants, hein, ça ne fait pas beaucoup, hein, donc il y a eu une croissance très forte à un moment donné, et aujourd'hui ça baisse. Donc une émigration, chômage, les difficultés, ça c'est assez complexe. Je vais vous faire voir quelques photos, donc on va prendre ça.
Alors voilà ce qu'on appelle les héros à La Réunion. C'est-à-dire que quand on a supprimé l'esclavage, les esclaves libérés ne sont pas restés sur place, ils n'ont pas voulu aller travailler dans la canne à sucre ou autre, ils sont montés sur les sommets. Alors il y a des replats comme ça, et vous avez l'habitat, et vous avez les appliques qui sont là. Difficile d'accès, point de vue circulation, communication, c'est compliqué, mais ils étaient un peu plus à l'abri que dans beaucoup de sommets, ben, c'est comme ça, c'est peu utilisable, hein, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Là, vous avez une petite ville dans le cirque de Sillaos, et c'est toujours pareil, c'est une espèce de replat qui est utilisé pour une installation humaine. Mais l'essentiel de la population, on va le retrouver, qu'à descendre un tout petit peu, là, voilà. C'est une répartition de la population. C'est très difficile parce que je n'ai mis le découpage communal. Le découpage communal, c'est des rayons pratiquement. Ça part du centre et puis ça va vers la périphérie. Et ce qui compte, c'est l'étagement en fait. Hein. Dans une commune, il y a un peu de milieu, un peu de haut, un peu de bas. C'est très compliqué. Mais tout ce qui est vert, c'est vert foncé ou vert clair, c'est ce qu'il y a de plus peuplé. Donc vous voyez, vous retrouvez la carte qu'on a vue tout à l'heure, celle où on voyait une circonférence verte. On la retrouve au niveau de la population à l'heure actuelle. Et puis vous voyez les espaces volcaniques, ben, ils sont en gris parce qu'il n'y a personne. À la fois la fournaise et comme l'autre pôle volcanique qui est au nord. Et donc une répartition très difficile, très délicate. La circulation, s'il y en a qui sont allés à La Réunion, tourner sur la route qui fait le tour de l'île, c'est galère, hein, c'est toujours plein d'embouteillages parce que c'est pas facile. On ne peut pas monter un rail et puis passer de l'autre côté. Là, vous voyez la plaine des palmistes qui est ici, il y a des CAF qui est là, qui permet ce passage. Mais tout le reste est sur la périphérie. L'essentiel est sur la périphérie. L'économie, c'est pas terrible. L'économie agricole, de traite, Périclite, il reste un peu de sucre, un peu d'alcool, mais bon, ça ne va pas chercher bien loin. L'industrie, c'est l'industrie de transformation des produits agricoles, l'industrie sucrière, la fabrication des alcools, etc. Un peu d'élevage bovin qui est vendu sur le continent, mais l'essentiel c'est le tourisme. L'essentiel du tourisme, mais c'est quand même un petit peu loin, donc et donc c'est quand même assez problématique cette économie. Malgré cela, il n'y a pas de sentiment véritablement anti-français, il y en a un peu quand même, parce que le président, par exemple, il est très copain avec les Chinois. Le président de la Réunion, le président du département de la région. Et comparé avec les Chinois, et ça irrite un petit peu le gouvernement français, parce qu'il a tendance à dire, bah oui, mais la Chine peut nous aider, peut-être plus que la France, etc. Mais ça ne va pas plus loin, pour le moment. Deuxième pays, Mayotte. Alors Mayotte, on est au cœur de l'actualité, bien entendu, donc j'avais préparé plein de choses, mais je crois que je vais résumer un tout petit peu, parce que Mayotte, Mayotte, vous le voyez, c'est à côté des Comores, qui est ici. C'est une île comorienne, hein. Il y a 4 îles dans les Comores, il y en a 3 qui sont indépendantes à l'heure actuelle, et puis il y a Mayotte. Et ça, c'est vraiment un problème, c'est le problème d'actualité aujourd'hui. Alors à Mayotte, il y a, ici, vous voyez, c'est une île qui a la forme d'un hippocampe presque, c'est un peu ça, grosso modo. Hein. Et puis toute une série d'îlots qui sont tout autour. Vous voyez la barrière de corail interrompue, hein, qui est là, qui forme pas tout à fait un lagon puisque c'est pas clos, mais vous avez le principe véritablement de ce volcanisme qui est ici. Volcanisme qui est éteint pour le moment, mais qui est actif en mer profonde juste à côté. Sur la partie orientale de la côte, il y a un volcan sous-marin qui est apparu il y a quelques années. Et il n'est pas émergé encore, mais il grandit, et on ne sait pas ce qu'il va devenir, hein. Peut-être des éruptions, on ne sait pas, mais il est actif, et il est sur les fonds marins, et il monte petit à petit. Ah, c'est le principe même de la fabrication des atolls dont je vous ai parlé, avant qu'ils ne redescendent. Donc cette partie-là a plutôt tendance à descendre. Vous voyez la largeur entre la barrière de corail et le continent. Et autrefois c'était beaucoup plus important en altitude, ça l'est moins maintenant, et si un jour ça disparaît, eh ben, il y aura le vrai lagon. Et c'est en train de se construire là, pour le moment. Donc, une partie éteinte et une partie qui est active mais sous-marine. Alors il y a une curiosité, c'est cette petite île ici, et c'est c'est ça. Voilà.
Vous voyez, l'île principale, elle est au fond, là-bas. Et puis vous avez là, ici, le lac de Ziani. Ce lac de Ziani, oui, il est dans un cratère, c'est un lac de cratère. Mais ça n'a rien à voir avec... c'est de l'eau salée hein, qui est là-dedans, mais sans contact avec la mer. C'est curieux, hein, parce qu'il y a 18 mètres de profondeur, à peu près, et il n'y a pas de contact avec la mer. Entre l'un et l'autre, il n'y a pas de contact. Et simplement, c'est plus salé que l'eau de mer, parce que ce sont les sels des roches volcaniques qui l'alimentent, ce sel, et qui salent en permanence ce lac de Tsiani, qui est une curiosité. Hein, ça fait penser un peu au Parin, hein, mais c'est un lac d'explosion aussi, mais nettement moins profond que le Parin, bien entendu, puisqu'il n'a que 18 mètres. Hein. Mais pas de contact non plus avec de la mer, pas plus que le Parin d'ailleurs, hein, bien entendu. Alors ce lac de Tsiani, c'est une des curiosités, hein, bien entendu, de cet archipel, mais on le voit mieux avec des photos d'avion que sur le terrain, hein, bien entendu. C'est plus pratique. Le peuplement de cette île Mayotte, de ce petit archipel de Mayotte, puisqu'il y a des îlots, vous voyez, on en voit déjà entre les deux, il y a toute une série de petits îlots qui ne sont pas peuplés. Le peuplement ici, il vient d'Afrique. Hein. Ce sont des peuples africains qui parlaient la même langue, le swahili. C'est une civilisation très importante au niveau africain, qui ont colonisé cet ensemble-là. Et puis, il y a eu l'arrivée des Arabes par la suite, si bien que ces îles, que ce soit les Comores ou que ce soit Mayotte, sont des îles de l'islam. Sont des îles où l'islam règne en maître, bien entendu. Mais pas seulement, parce qu'il n'y a pas seulement des gens du continent, il n'y a pas seulement des Arabes, il n'y a pas seulement des Swahilis, mais il y a aussi des Perses, hein, il y a aussi des Indiens. Les Perses, c'est ce qu'on appelle les Parsis, vous avez peut-être entendu parler. On est à côté de Zanzibar. Zanzibar est juste au sud, sur la côte africaine. Et Zanzibar, c'est la patrie de Freddie Mercury, le chanteur, hein, vous connaissez. Ses parents étaient des commerçants de Zanzibar, et c'était des Parsis. Mais ils étaient installés à Zanzibar, mais ils régnaient sur le commerce entre Mayotte, entre l'Iran actuellement, et l'Inde. C'était une famille quand même relativement aisée, avant qu'ils partent en Angleterre à 18 ans, etc. Mais c'était très représentatif de ces Parsis, qu'on trouve en partie aussi là, mais c'est une toute petite minorité qui se défend bien au point de vue commercial, mais une toute petite minorité par rapport aux autres, les Africains en particulier. Aujourd'hui, les mouvements migratoires sont doubles, et on se rapproche petit à petit de l'actualité. Il y a deux mouvements migratoires. Il y a tout d'abord des départs, c'est-à-dire qu'il y a des gens de Mayotte. Mayotte est un département français, je vous l'ai dit. Hein, des gens qui quittent Mayotte pour aller dans un autre département français qui est pas loin, qui s'appelle La Réunion. Et il y a des Mahorais à La Réunion, bien entendu. Et puis, il y en a aussi en France, hein, bien entendu. La ville d'accueil des Comoriens et des Mahorais en particulier, c'est Marseille. Marseille, il y a énormément, une grosse colonie de ces îles des Comores installées depuis très longtemps, parce qu'ils arrivaient là par bateau, bien entendu. Alors ça, c'est les départs, et ça continue aujourd'hui. À chaque fois qu'ils peuvent, ils ont un passeport français, ils en profitent, et ils foutent le camp. Mais ils sont remplacés, mais alors de manière beaucoup plus importante, par des arrivées nombreuses qui viennent d'où? Qui viennent des trois autres îles des Comores, c'est-à-dire Ouélie, Anjouan et la Grande Comore. Parce que eux, ils sont dans un pays libre, c'est vrai, aux mains de l'islam, et surtout aux mains d'un tyran, un type qui est un peu autoritaire, même s'il a été élu, un peu autoritaire, et qui ont un niveau de vie 9 fois inférieur à celui de Mayotte. Donc la différence économico-sociale est tellement forte hein, que par bateau entier, ils s'en vont vers Mayotte. Et vous avez vu comment c'est fait Mayotte, avec tous ces tours, tous ces détours, toutes ces baies, toutes ces écarts. Pratiquement, la France est incapable de surveiller l'arrivée de ces Comoriens. Elle prend de temps en temps quelques bateaux, mais pas beaucoup, et si bien que la population augmente sans qu'on s'en rende compte. Simplement, les autorités locales le disent, hein, quand on ouvre une classe nouvelle dans un village,
Il faudra en ouvrir 2 parce qu'il y en a une entière qui arrive directement des autres Comores. Et ça, c'est vraiment un très grand problème. Mais c'est le même peuple. Seulement, ils appartiennent à 2 entités politiques différentes, à 2 niveaux de vie différents, et ils passent de l'un à l'autre. Alors, vous sentez bien le but de la politique qui se place aujourd'hui, c'est de prendre ces gens qui sont arrivés ici, qui n'ont pas de statut français, pour les mettre dans des bateaux, pour les ramener chez eux. Mais le président des Comores, il dit simplement, mais ces gens-là, ils sont chez eux, ils sont aux Comores. Pourquoi voulez-vous qu'ils reviennent? Donc vous voyez, c'est l'incompréhension absolue. Et ça, c'est l'origine des problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc on est entre 300 et 400 000 dans l'archipel de Mayotte, et avec des problèmes d'eau, avec des problèmes de communication, des problèmes sociaux, des problèmes d'école en tout genre. C'est une île très pauvre, mais riche par rapport au reste des Comores. Et ça, c'est le problème qu'on retrouvera presque partout. Les emplois agricoles, il y en a très peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace disponible. Et en général, c'est du tertiaire, et c'est du tertiaire fonctionnaire, c'est-à-dire c'est des gens qui sont fonctionnaires, parce que c'est devenu non seulement un département, mais c'est aussi une région, il y a toute l'administration qui va avec, etc., comme chez nous, quoi. Mais c'est la même entité, c'est la même superficie, et ça donne des emplois, mais c'est surtout les emplois les mieux payés, mais c'est très insuffisant. Alors, ça se traduit, cette situation, par quelques photos que je vais vous montrer. Eh ben, ces immigrants qui arrivent, ben, ils sont très pauvres, ils n'ont pas d'argent, eh ben, ils vivent dans des bidonvilles. Ben, vous avez un exemple de bidonville, c'est des tôles simplement, c'est des tôles, et c'est ce que pour le moment la police française est en train de brûler, de détruire, pour chasser ses habitants, pour les ramener aux Comores. Le problème, c'est qu'on détruit les bidonvilles, et les gens ne partent pas, et ils ne savent plus où aller. Donc c'est vraiment un problème. Remarquez au passage que la population de Mahorais, la population de Mayotte, soutient cette politique actuelle de retour dans le pays d'origine, parce qu'ils disent bien qu'ils vont exploser, et la France ne pourra pas prendre en charge. Dans les autres îles, il y a quand même 1 million d'habitants. Donc Mayotte ne peut pas servir d'exutoire, c'est pas possible. Donc c'est une situation infernale à l'heure actuelle. Alors il y a une politique d'habitat social, c'est cette où on essaie sur les hauteurs d'essayer de caser un certain nombre de gens, mais ils sont toujours en retard par rapport à l'arrivée, de ces migrants, et on n'arrive pas à faire en sorte que ça soit correct au point de vue de l'habitat. C'est pas possible. C'est trop loin de la France, ça demanderait beaucoup trop d'argent, ça pose un problème. Et pourtant, ces gens-là, eh ben, ils veulent rester français. Alors les autres ne votent pas, puisqu'ils n'ont pas de papier. Mais ceux qui là, ils veulent rester français. Mais sans les autres. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Donc voilà, il y a un petit problème quand même. Alors, je voulais reprendre 2 ou 3 choses, parce que j'y reviendrai pas pour la suite. Mayotte est un cas particulier au Comores, parce qu'en 1841, il y avait un sultan, comme c'était des musulmans, ils étaient dirigés par un sultan, c'est un sultanat, comme on dit. Il y en avait parfois 1, parfois 2 par île, ça dépendait, ça, selon les époques. C'est extrêmement variable. Et l'histoire de Mayotte est très compliquée. Donc le sultan de Mayotte, il était à court d'argent. Et il y avait un officier français qui était là, qui prospectait, c'est en 1841. Et le sultan a vendu Mayotte à l'officier français, qui a pris possession de Mayotte au nom de la France. Donc ce territoire Mayotte, le territoire mahorais, il est français depuis 1841, alors que les 3 autres ne le sont pas. Ils deviendront français beaucoup plus tard. Ils deviendront français en 1892 seulement, par extension progressive de la puissance française. Donc Mayotte acheté, l'officier français, en fait, il a payé de façon, il a donné du fric, on donne un certain nombre de milliers de piastres à l'époque, et puis le sultan, il a demandé à ce que ses enfants, il devait en avoir beaucoup, parce que je n'ai pas trouvé le chiffre, et il a demandé à ce que ses enfants soient éduqués à la Réunion. Il avait de l'idée quand même, parce qu'il disait que c'est quand même l'éducation qui va nous sauver, et il avait demandé à ce que... Et l'officier français a dit d'accord, et les enfants du sultan ont été éduqués en France, aux frais de la République, bien entendu. Donc les autres îles deviennent françaises en 1892, et puis il y a les fameux référendums de 1974-75. 1974-75, c'est Giscard d'Estaing
pas qui est président. Enfin, qui va être président. Hein. Et ça, c'est une certitude, c'est pour faire de la politique, c'est de l'histoire. Hein, puisque Mitterrand le dit dans son bouquin sur la veille et l'architecte. Il y a un deal qui a été passé entre Giscard, d'une part, et puis le président des Comores, en disant tu votes pour nous, tu votes pour moi en cadre français, et moi je te donnerai l'indépendance. Et puis, il s'est passé un peu de passe-passe quand on avait le décompte. Soit on comptait la totalité des îles, donc de l'archipel, des 4 îles, et à ce moment-là, il y avait une majorité pour l'indépendance. Peut-être qu'il l'avait compris, mais Chirac a demandé à ce que Mayotte soit préservée, comptée à part. Et ce qui donne une majorité pour l'indépendance pour 3 îles, et une énorme majorité pour rester dans la République à Mayotte. Et c'est là que le schisme s'est fait en 74-75. Et là, il y a des problèmes hein, qui n'ont pas été soupçonnés dès le départ. Mais Mayotte est resté français, il y a des gens qui voulaient rester français, et ils veulent encore rester français, mais avec une série de problèmes tout à fait fondamentaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1997, d'ailleurs, Anjouan et Mohéli, 2 îles de la République des Comores, ont demandé à devenir françaises. Donc vous voyez l'attractivité, hein, c'est pas seulement de nous envoyer des gens, mais de dire on veut être français. Ils ont tapé à la porte. Et l'État français a dit non. Donc ils se sont retrouvés dans les bras des sultans des Comores, dans des situations difficiles. Et aujourd'hui, les migrants sont essentiellement des migrants qui viennent d'Anjouan, une des îles qui a demandé à devenir française en 1997. Alors, en 2011, Mayotte est devenu département et région. Donc, un empilement de structures sur place. Donc, il y a les communes, il y a la région, il y a le département et la région. Et ça, c'est des emplois, c'est ce qui tourne, quoi, avec les militaires, la police, etc. Il n'y a pratiquement pas d'agriculture, hein. Il y a eu un peu de clous de girofle, un peu de parfum, hein, mais c'est vraiment très peu important. Donc voilà le problème de Mayotte, hein. Il est très compliqué, pas facile à régler, je pense, hein, et il y a des inconvénients à toutes les solutions. Donc il faudra choisir une solution qui soit la moins périlleuse, et en tout cas, faire en sorte que ça devienne tout français, ça paraît complètement exclu, quoi, parce qu'on n'arrivera pas à soutenir tout ça. Par ailleurs, leur laisser leur indépendance alors qu'ils n'ont rien, c'est pas non plus... Les Chinois ne sont pas trop portés sur Mayotte, parce qu'ils sentent bien qu'il y a un problème. Et pour le moment, il n'y a pas trop de ressources naturelles. On est loin, il y a le canal, mais il y a les îles éparses qui les intéressent beaucoup plus. Troisièmement, les îles éparses. Alors les îles éparses, j'en ai déjà parlé, parce que c'est une curiosité quand même. Moi-même, je ne les connaissais pas, hein, je les connais depuis que j'y travaille dessus. C'est une série d'îlots hein, qui sont là, hein, vous les voyez, le long du trajet que fait le navire océanographique Dufresne, qui parcourt le pourtour de Madagascar et qui fait une escale dans chacun de ces îlots. Là. Alors vous avez Madagascar, puis vous avez la forme de ces îlots, parfois c'est un atoll, parfois c'est une île, et puis vous voyez, il y a une petite piste d'aviation pour aller voir, parce que dans chacun de ces îlots, il y a une station météo. Station météo qui est aussi une station pour surveiller les satellites. On s'en est servi pas mal aussi pour surveiller les effets des essais nucléaires, pour suivre un petit peu ce qui se passait. Ça partait de Polynésie, et pour voir un peu comment ça tournait. Mais il n'y a pas d'habitants, hein. Il y a simplement des scientifiques, des militaires qui y vont, et c'est tout. Alors, voilà une île dont on parlera, enfin je sais qu'on peut en parler tout de suite d'ailleurs, c'est Tromelin. Tromelin, non seulement Madagascar la veut, mais l'île Maurice aussi, c'est juste à côté de l'île Maurice. Elle dit, mais nous aussi on la veut. Alors vous voyez qu'il y a une petite piste, et puis il y a les bâtiments de la station météo qu'on devine là, à l'extrémité de l'île. Mais il n'y a pas d'occupation permanente, hein, c'est simplement des gens qui viennent pour le métier, quoi, et puis qui s'en vont. Ils restent là, bien sûr. Donc ces îlots, ils n'ont que
d'intérêt, c'est parce qu'ils sont à proximité de ressources du sous-sol marin, du territoire sous-marin, qui est le pétrole, le gaz, les terres rares, etc. Et là-dessus, mais je crois que je l'avais déjà dit, les Russes et les Chinois nous embêtent. Ils font voter des tas de résolutions à l'ONU pour dire la France est un pays colonisateur, il faut qu'elle décolonise ses îlots, il n'y a personne dessus, et on vote les résolutions, et ils votent tous contre nous. Parce qu'ils veulent s'en occuper de ça. Hein. Les Chinois sont obligés, pour récupérer les fonds sous-marins, ils sont obligés de créer des îles. Là, elles sont toutes prêtes. Hein. Bon, ils vont agrandir la piste, hein, mais bon, ça pose pas de problème. Mais ils sont prêts, des ressources naturelles, bien entendu. Et il y a des tas de résolutions comme ça qui traînent à l'ONU et qui demandent à la France de s'en aller. Et bien pour le moment, on est en partie. Alors, ces territoires qui sont contestés et qui sont aujourd'hui dans l'axe de la vue des Chinois surtout, Madagascar un peu, parce que bon, c'est pas très loin de Madagascar, mais bon, c'est surtout les Chinois qui sont derrière. Ensuite, quatrièmement, c'est les terres australes. Les terres australes, vous les voyez, elles sont au sud. C'est les Kerguelen, Nouvelle-Amsterdam, etc. Il n'y a personne hein, là-dessus. Hein. Simplement, il y a des stations météo, et puis il y a des gens qui y vont. Autrefois, il y avait la pêche à la baleine, etc. Mais il n'y a plus rien maintenant. Et ces territoires-là, pour le moment, personne ne les veut. Donc, ça ne pose pas trop de problème. Il y a la Terre Adélie qui est là, c'est une petite tranche du continent antarctique. Ça aussi, il y a un bon accord pour le moment avec les voisins, que ce soit des Européens ou des Américains, ça ne pose pas trop de problème, y compris les Russes, ça ne pose pas trop de problème, mais c'est une grande terre où il n'y a personne, hein, mais il y a une base permanente, c'est-à-dire qu'il y a la base du mont D'Urville, du nom du gars qui a découvert le continent antarctique, et qui véritablement fournit surtout un sujet d'étude. On suit l'évolution de la glace, on suit l'évolution de la fonte de la glace à travers la Terre Adélie, donc c'est quelque chose qui est important. Et c'est le même bateau, le Marion Dufresne, qui dessert les îles Éparses et qui va dans les îles qui sont ici. Alors pour les Kerguelen, j'ai quelques photos, je peux les vous montrer, c'est ça. Alors vous voyez les contours de cette île de Kerguelen, avec des noms très français, hein, Port-les Français, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais c'est vide, hein, il n'y a personne. Voilà la base du mont D'Urville. Et il y a des gens qui passent en général une saison, l'hiver ou l'été, ça dépend ce qu'ils cherchent. Et ils sont là-bas, c'est des chercheurs, quoi. Il y a très peu de militaires, finalement. Et ça, il n'y a pas de clients, on nous le laisse, pas de problème. Mais c'est intéressant parce qu'il y a 2 millions de kilomètres carrés de ZEE autour de ces îles. Mais on n'a jamais des bateaux suffisants pour les surveiller si quelqu'un pêche alors qu'il n'a pas le droit. Donc on a simplement des coups de fil de temps en temps en disant « Ah ouais, mais il y a les Chinois qui sont là, ils sont en train de piller ta zone. » Ben oui, il faut 1 mois pour y aller. Alors, quand on arrivera, ils sont partis, donc c'est pas intéressant. Ensemble, la Polynésie française. On change hein, de domaine, on passe de l'océan Indien à la Polynésie française. Alors la Polynésie française, c'est cet ensemble-là, et c'est des centaines et des centaines d'îles et d'îlots hein, autour d'un certain nombre d'unités. Hein, vous les voyez, vous avez peut-être entendu parler, les îles sous le vent, les îles au vent, avec le Papeete et Tahiti. Vous avez les Tuamotu qui sont ici, et puis vous avez les Marquises dont on parlera tout à l'heure. Je ne vais pas parler de toutes ces îles, simplement je vais parler de l'ensemble de la Polynésie. Cet ensemble polynésien, c'est celui dont on parle dans les journaux aujourd'hui, puisqu'il il y a une assemblée de toutes ces îles. Ils ne sont pas nombreux, je crois qu'ils sont 54. Hein. Une assemblée élue de toutes ces îles, de l'Assemblée de la Polynésie, qui siège à Papeete, et qui vient d'élire des indépendantistes à leur tête. Hein. Et ça fait l'objet d'un certain nombre d'articles dans les journaux nationaux, surtout, mais aussi dans la montagne. Il y a eu quelques entrefilets qui ont été publiés. Et c'est la première fois que, véritablement, des gens qui sont indépendantistes arrivent véritablement au pouvoir. C'est pas des violents, il faut bien faire attention. Hein. Le gars qui va prendre le pouvoir, il n'est pas élu encore, il va être élu président. Le congrès est élu, mais le président n'est pas encore élu. Il va être élu incessamment sous peu.
mais c'est quelqu'un qui a, je crois qu'il a 73 ou 74 ans, et il a dit que de toute façon, son objectif, c'était pas d'avoir l'indépendance pendant la durée de son mandat. Donc la France est tranquille là-dessus, mais s'il ne veut pas l'indépendance tout de suite, parce qu'il sait très bien que la France, aujourd'hui, aide ces pays-là et ces îles à vivre, et sa population, bien entendu, mais il va faire du chantage au point de vue du politique. C'est-à-dire qu'il va recevoir des Chinois, il va recevoir des Australiens, et il va faire une politique en disant, ben, vous voyez, il y en a qui sont en train de nous aider, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et il y a une espèce de course entre les gens, mais c'est pas facile pour l'Élysée de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. C'est compliqué, hein, à mon avis, c'est assez complexe, mais c'est un jeu politique. Hein. Il ne veut pas l'indépendance tout de suite parce que ça serait une catastrophe, mais il voudrait bien que ça se fasse en douceur et puis que la France continue de payer. C'est pas évident du tout, et c'est assez complexe. Donc cet ensemble, vous voyez, ça fait un carré à peu près. Le côté du carré, c'est 2000 km. Hein. Attention, hein, c'est pas Clermont-Léda, hein, c'est 2000 km. Voilà, hein. 2000 km en bateau, en avion, c'est compliqué, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment extrêmement important. Alors ces îles sont toujours des îles volcaniques. Hein. Vous voyez, j'ai mis une photo de la principale, c'est-à-dire la Tahiti, et puis la petite île qui est au nord, ici avec Papeete, la capitale qui est sur la côte nord. Ce sont des volcans, hein, ce sont d'énormes édifices volcaniques. Celui de Tahiti, ici, il a 500 000 ans à peu près. Et c'est vraiment un édifice vraiment très volumineux parce qu'il monte à 2000 mètres, mais il repose sur le fond marin qui, lui, est à 9000 mètres. Donc c'est un édifice énorme dont on a simplement le sommet. Hein. C'est vraiment colossal, hein. C'est quelque chose de très 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 important. Au point de vue peuplement, ben, on a là un peuplement très classique, c'est-à-dire le vieux fond océanien. Qui est là, puis les Européens qui sont arrivés au XVIIIe, XIXe siècle, les missionnaires, toujours pareil, tantôt protestants, tantôt catholiques, tantôt les deux. Et puis la France a déclaré colonie cet ensemble en 1903, donc c'est vieux, en 1971 c'est devenu un COM, c'est-à-dire une collectivité d'outre-mer. Donc la France n'est pas discutée là, vraiment. L'agriculture n'est pas très 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 importante. Hein. On fait une production traditionnelle avec l'élevage du porc, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le tourisme. Et le tourisme, ben, c'est un tourisme qui est un peu compliqué parce que c'est loin, c'est cher, et ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a deux photos que je vous ai mis là, que j'ai trouvé très curieux. L'installation dans des lagons, hein, de l'habitat. Et puis là aussi, c'est vraiment très curieux. On mange à table dans le lagon avec le cul dans l'eau. Il paraît que c'est snob, quoi. Moi, je veux bien, mais bon. Chacun son truc, là. Donc, en tout cas, pour le moment, c'est une île qui a des difficultés. Il y a eu des articles il n'y a pas longtemps aussi là-dessus qui montrent que sous le cachet touristique se cache un peu de misère. C'est vrai qu'il y a des différences sociales qui sont très importantes dans tous ces aspects. C'est très complexe. Dernier point, c'est que cet archipel, on veut revenir là-dessus, dans l'extrémité des Tuamotu, il y a deux îles que vous connaissez peut-être, hein, Mururoa et Antofagasta, qui est ici. C'est là qu'ont eu lieu les essais nucléaires français, aériens, puis souterrains. J'ai mis une photo d'une bombe atomique, hein, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Mais ça nous a créé beaucoup d'ennuis vis-à-vis de la Nouvelle-Zélande, vis-à-vis de l'Australie, vis-à-vis de la Polynésie. La France a payé, c'est vrai, elle a payé pas mal, hein, mais bon, ça a généré sans doute des maladies aussi, il faut bien s'en rendre compte. Et surtout, ça a déclaré une certaine animosité dans des pays voisins. Même l'Australie nous a fait la gueule pendant un certain temps. Alors, j'ai fait un tout petit paragraphe sur les marquises par sympathie. Les marquises, vous avez vu, c'est cet archipel qui est complètement au nord, là-haut.
qui est à 1500 km de Tahiti, hein, c'est pas à côté non plus. Tahiti là-haut, les Marquises, c'est un archipel aussi, il y a une quantité d'îles phénoménales. Ce sont des îles très montagneuses, c'est des îles très montagneuses avec des côtes abruptes, il n'y a pas de lagon, là, pour le moment. Et puis il y a surtout quelqu'un que vous connaissez, qui est là-bas, c'était Jacques Brel, avec son avion qui s'appelle Jojo. Et puis c'est Saturne qui est là, quoi, et qui s'est retiré là-bas, et qui était très bien vu de la population, parce qu'avec son avion, eh ben, il facilitait le transportement des gens qui en avaient besoin pour la nourriture, pour l'éducation, pour la santé. Hein, il les emmenait dans une autre île, etc. etc. Et ça, c'était dans une toute petite piste, hein, mais c'est un tout petit avion aussi. Et il est là-bas, dans une des îles de l'archipel, hein, qui s'appelle Iva, Oa. Je ne suis jamais allé, mais ça doit valoir le coup quand même d'y aller et voir ce que ça se passe. Voilà pour les Marquises. Un archipel en crise, hein, aussi, il a 10 000 habitants seulement, il perd, hein, parce qu'il n'y a pas véritablement d'économie agricole, et les emplois collectifs français, il y en a très peu finalement, parce que c'est cumulé sur Tahiti, c'est surtout regroupé sur Tahiti, et là ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors vous avez vu des bateaux qui sont du tourisme, mais bon, ils restent au pied des falaises, hein, point la ligne, hein. Ça n'apporte pas grand-chose au champ du point. C'est assez complexe. Dernier épisode de ce territoire pacifique, avant la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, dont vous entendez parler tous les soirs à la télé. Donc l'île de Wallis, là-haut, avec sa capitale, Mataoutou, et puis l'île de Futuna. C'est toujours pareil, c'est des volcans, ça ne pose pas de problème. La première est une île basse. C'est un lagon très grand avec différentes îles à l'intérieur et une économie portuaire difficile, très délicate. Vous voyez le cordon littoral ici, et puis cette espèce de cordon qui est là, c'est le wharf. Le port, il est là, en fait, il est ici. Et c'est comme un wharf, vous savez, c'est ce qu'on appelle les wharfs, c'est jetés en somme qui servaient pour faire le transportement du bateau à la terre. Et bien là, vous avez une route, hein, qui permet de transporter les marchandises qu'on démarre ici et qu'on amène sur... Et on traverse le lagon. Le lagon, c'est la terre et le cordon ici. Mais c'est un tout petit port de desserte locale, hein, ça ne va pas chercher plus loin. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de construction navale, il n'y a rien du tout, c'est de la desserte, hein, simplement. Et à Futuna, il n'y a pas grand-chose. À Futuna, c'est une île, c'est celle-ci, là. C'est une île un peu plus montagneuse, avec un village. Et la caractéristique de ces deux îles, c'est des îles très chrétiennes. Vous voyez l'église, et puis à Wallis et Futuna, il y a même une cathédrale. On se demanderait même pourquoi il y a une cathédrale aussi importante, parce que tous les habitants de l'île pourraient rentrer dedans. Hein. C'est vraiment très important. C'est les missionnaires qui ont laissé ces traces là. Mais une économie en crise, et on émigre beaucoup de Wallis et Futuna. Hein. Mais c'est un climat tropical comme là-bas. Personne ne les veut, ces îles non plus. Hein. On nous laisse quand même pas mal de choses, hein. Tout ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, on est la France de s'en occuper, nous on prendra le reste. Donc c'est des terres chrétiennes, ça, par rapport aux Comores, qui sont islamisés, c'est des sunnites qui sont là-bas. Là, ce sont des chrétiens, catholiques pour l'essentiel. Donc l'économie, bah, c'est pareil, c'est toujours l'économie fonctionnaire, hein, de la France. Territoire en crise, un peu partout, hein, je passe assez vite là-dessus. Et on leur a laissé beaucoup d'autonomie, en particulier, on a gardé les systèmes coutumiers. Alors il y a des rois, dans ces îles, il y a des rois qui exercent un pouvoir local qui est toujours un peu délicat parce que c'est compliqué au point de vue social. Il y avait le fils d'un des rois qui avait tué quelqu'un. C'est des histoires à dormir debout des fois. C'est vraiment très compliqué entre l'administration de ces îles et puis la réalité coutumière. Mais enfin, ça tient pour le moment et il n'y a pas de demande extérieure. La Nouvelle-Calédonie, ça c'est une autre paire de manches. Parce que c'est un peu plus compliqué. Alors oui, la Nouvelle-Calédonie qui est ici, avec une province nord, une province sud, et puis les îles noyautées qui sont là, avec Ouvéa, la fameuse grotte, et puis la mort de Chimaou. Et vous voyez qu'on est à côté du Vanuatu, et puis l'Australie est juste à côté. Donc
Donc ça, c'est le joyau. Ça, c'est vraiment le joyau de l'Indo-Pacifique français. Là, c'est important. 18 000 km², un archipel, parce qu'il y a beaucoup d'îlots hein, qui sont autour des îles Loyauté, mais il y en a un peu au nord de la Nouvelle-Calédonie, il y en a un peu au sud, donc c'est un archipel aussi. Donc c'est une souveraineté française depuis 1853, c'est vieux, hein, c'est le milieu du 19e siècle, et la collectivité d'outre-mer, comme dans les autres îles, a été octroyée dans les années 2000. 300 000 habitants, et là on est à peu près sûr, hein, parce que ça tient debout, hein, la Nouvelle-Calédonie, c'est géré, ça ne pose pas trop de problèmes sur ce plan statistique. Mais deux populations, hein, la population autonome, les Kanaks, et d'autre part les Européens, avec quelques métis hein, entre les deux. Mais c'est surtout Kanak d'une part, Européens d'autre part. Alors, c'est très variable. Hein. Les Kanaks représentent 41%, 110 000, et puis les Européens 24%, 65 000, et puis après, ben, il y a les métis, qu'on appelle des caldoches, et puis il y a des étrangers qui sont là, et qui sont titulaires quand même de la carte d'identité française. Hein. Il y a des Chinois, il y a des Asiatiques d'une manière ou d'une autre. C'est assez compliqué. Faites attention à ne pas décliner Kanak indépendantiste et européen et maintien dans la communauté. Sinon, on ne comprend rien aux élections. Hein. Il y a des Kanaks qui votent français et puis il y a des Européens qui votent indépendantistes. Je montrerai des deux exemples. Hein. C'est un peu plus compliqué sur le plan politique. Alors la Nouvelle-Calédonie, on la prend en 1853, il n'y a pas grand monde, et ça va nous servir d'exutoire pour les prisonniers chez nous. Ça va être une colonie pénitentiaire, comme on dit. Alors ça commence pas mal quand même. Hein. Là, voilà. Non, avant. Là. Tout ce qui est en rouge un peu au début, là, ensemble, ce sont des colonies pénitentiaires. Des colonies pénitentiaires qui sont installées à des dates différentes. Et colonie pénitentiaire, tu peux donner la photo, voilà ce que ça donne, colonie pénitentiaire, où on loge les prisonniers, et puis on essaie de les intégrer petit à petit. Hein, mais c'est l'essentiel, ça s'est fait à la fin du 19e, dans la seconde moitié du 19e, colonie pénitentiaire. Et ça, c'est la base de la population européenne du 19e siècle. Elle est très importante. Hein. On y envoyait les gens de la commune, on y envoyait tout ce qu'on ne voulait pas, hein, on l'envoyait là-bas, et puis on les libérait au bout d'un certain temps. Donc il y a là véritablement un peuplement très particulier qui s'est fait. Et dans cette île, il y avait une population d'origine, hein, une population polynésienne qui était là, qui était installée, et qui s'est trouvée confrontée à ces populations-là, ce qui a créé dès le départ un certain antagonisme. Alors, je vais vous faire voir cette carte, celle-ci là, celle-là, voilà. Plus c'est bleu et plus il y a de Kanaks. Et vous voyez que c'est sur la côte qui est face à l'est, c'est-à-dire face au vent, c'est-à-dire humide, c'est-à-dire la plus pénible, c'est-à-dire la plus désastreuse au point de vue de l'agriculture. Et les Kanaks ont été progressivement refoulés sur cette côte. Alors que les colonies pénitentiaires, vous avez vu, si on est ici, eh bien elles sont sur l'autre côte, c'est-à-dire sur la côte qui est à l'abri sous le vent. Et c'est là qu'on a les cultures de plantation. Et la capitale, Nouméa, qui est au sud. Donc il y a un partage, si vous voulez, spatial de californien. Les Kanaks sont plutôt orientés à l'ouest. Alors dans les îles de Loyauté, c'est tout bleu, c'est tout Kanak. Hein. Dans les îles de Loyauté, à Ouvéa, qui est là, c'est voilà. Hein, c'est uniquement des Kanaks. Hein. Il n'y a pas d'Européens ici. Et il n'y a pas eu de colonie pénitentiaire. Et c'est un des fiefs indépendantistes, c'est là que Chimaoué est mort. Donc, il y a là une opposition très importante et ça pose quand même un certain nombre de problèmes, mais ça a toujours été régulé quand même. Ça reste policé, c'est pas... Il y a eu des affrontements, c'est vrai, avec Ouvéa, avec le problème de la grotte, et puis les indépendantistes, il y a eu un petit problème là, qui a débouché sur des morts. Mais ça ne s'est pas répété. Il n'empêche que... aux élections, c'est toujours extrêmement tendu. Et on a fait 3 référendums successifs, et aux 3 référendums, ils ont voté contre l'indépendance, pour le
ils parlent d'un quatrième. À force de leur demander s'ils veulent partir, ils finiront par dire oui, parce qu'ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait deux fois, ils l'ont fait trois fois, moi dans les 4 fois. Enfin, ça n'a plus de sens de le faire éternellement comme ça, et ça risque de poser un problème. Mais pour le moment, il y a une majorité pour rester dans le cadre français. Et ça tient à plusieurs choses. Et c'est pas que les Européens qui votent, il y a une partie des Kanaks aussi qui votent pour rester dans le cadre français. La première raison, c'est la richesse du sous-sol. La richesse du sous-sol, c'est ça, la mine, le nickel. Il y en a un peu partout dans l'archipel, et surtout dans la Grande Terre, dans l'île principale. Et le nickel est aujourd'hui une richesse fabuleuse dont on a beaucoup besoin. Et il y a des mines un peu partout qu'on exploite. Et alors ces mines sont tenues par des grandes sociétés, c'est pas des petites sociétés locales, hein. C'est des sociétés qui sont extrêmement importantes. Alors il y a la société du nickel, mais ça c'est une société locale. Et puis il y a une société qui s'appelle Eramet, surtout, qui est cotée en bourse, et qui est une société française, cotée à la bourse française, et qui possède des mines aussi sur l'archipel. Mais il y a aussi des Canadiens, Falconbridge, des Américains, il y a beaucoup de monde, beaucoup de multinationales. Et c'est là, je le disais tout à l'heure, il y avait Lafleur, qui était un député, qui a été longtemps un député de la Nouvelle-Calédonie, qui était pour le maintien de l'île au sein de la France, et qui a vendu, juste avant sa mort, il a vendu sa mine à la collectivité du nord de l'île, qui est indépendantiste. Donc vous voyez un peu là, vous avez un responsable européen favorable au maintien de la France qui vend sa mine à une structure étatique du Nord qui, elle, est indépendantiste. Oui, dans un sens ou dans l'autre. C'est tout à fait curieux, c'est très particulier la Nouvelle-Calédonie. Alors est-ce qu'il a eu des remords à la fin de sa vie? J'en sais rien. Mais en tout cas, et Lafleur, qui passait comme qui était véritablement le chef des Européens indépendantistes, non indépendantistes, eh bien il a vendu sa mine à des indépendants. Alors ça a séduit un certain nombre de gens, puis ça en a contré un certain nombre d'autres. Un problème. Alors avec ce nickel, eh bien, on peut le vendre, et aujourd'hui, celui qui achète le nickel, c'est l'Asie, et c'est en particulier la Chine et le Japon. La Chine pratiquement achète plus de la moitié de la production de la Nouvelle-Calédonie. Et elle aimerait bien s'approprier l'île, ne serait-ce que pour les mines. On peut le vendre, ce minerai, donc il part à l'étranger. Mais aussi, on peut le transformer sur place. Il y a 2 grosses usines, vous voyez celle de Nouméa qui est ici, 2 grosses usines pour transformer le minerai. Parce que le minerai, il n'a pas beaucoup de teneur. Il fait 1,5-3% au maximum. Donc il faut le traiter, sinon on n'envoie que des ports-terrains à l'étranger. Donc il est traité sur place et on vend le nickel à ce moment-là. Mais c'est toujours les Chinois, les Japonais qui achètent, hein, bien entendu. Et ça, c'est véritablement, c'est plus important qu'une mine d'or, à la limite, hein, dans le cadre de la conjoncture actuelle économique. Ça, c'est vraiment un joyau extrêmement important, mais qui est tenu par des capitaux étrangers pour le moment, et un petit peu par la province du Nord, qui a créé une société et qui a acheté celle de Lafleur, qui était donc un non-indépendantiste. Alors, cette île aujourd'hui, elle est extrêmement courtisée, mais la croissance est stoppée dans le cadre de l'incertitude. On ne sait pas trop comment ça va tourner. Il va y avoir des élections bientôt, on ne sait pas comment ça va tourner. Donc il y a un certain nombre d'Européens qui ont tendance à partir. La population se développe moins. Et il y a là maintenant des problèmes sociaux qui sont non négligeables dans cette île, alors qu'il y a des richesses qui sont importantes. Hein. Mais ce n'est pas parce que vous avez des richesses que le pays est riche. Il faut bien voir que l'Algérie a de tout, mais ils ne sont pas riches, et le Mexique c'est la même chose. Enfin, là, c'est pareil, hein, ils sont sur une richesse, mais ça ne profite pas à tout le monde. Et il y a des situations qui sont délicates, d'où cette émigration, d'où cette baisse de la population à l'heure actuelle, et on ne sait pas trop ce que ça va donner par la suite. Hein. Alors, la France a choisi, sur cette île de 300 000 habitants,
a choisi une politique d'empilement des structures. Alors ça, c'est vraiment fabuleux. Je ne résiste pas à l'idée de vous donner un petit peu une image de ce que c'est que cet empilement de structures. Il y a tout d'abord une organisation régionale, comme chez nous. C'est-à-dire qu'il y a 3 provinces, au nord, au sud, et les îles Noyautées. Donc, des assemblées, des présidents, 3 présidents, 3 assemblées, etc. Bon, tout le personnel administratif, hein, évidemment, payé par la collectivité et donc par la France. Ensuite, il y a une organisation politique française nationale. C'est-à-dire qu'ils élisent 2 sénateurs et 2 députés. Donc il y a 4 élus qui vont au Parlement français, Sénat et Assemblée. Plus les assemblées, comment ça s'appelle pour le climat, le comité économique et social, climatique, hein, tout ça, ils ont ça aussi, et ça a aussi des postes, ça a aussi des salaires qui sont versés. Et en plus, on leur a laissé une structure coutumière. Donc en plus, ils ont 8 secteurs coutumiers sur ces 2 ensembles, 8 secteurs coutumiers, avec un responsable coutumier à chaque fois, du personnel, des lois, etc., etc. Un empilement de structures qui, pour le moment, assure la paix sociale. Il faut bien s'en rendre compte que toutes ces structures, cet encadrement, eh bien, il assure la paix sociale et fait en sorte que les différences, les inégalités sociales sont plus ou moins gommées par justement cet empilement de structures et fait qu'il n'y ait pas trop de contestation pour le moment. Alors peut-être que ça viendra, on fera voir les prochaines élections, mais pour le moment, c'est quelque chose qui se tient à peu près. Et c'est le nickel hein, qui tient tout ça. Hein. C'est le nickel qui tient ça. Sur le plan économique, sur le plan agricole, ça ne va pas chercher bien loin. Hein, c'est toujours la même chose. Mais que dans les autres îles, c'est pareil. Hein. Il n'empêche que grâce à ces mines, grâce à ces usines, le niveau de vie là-bas, il est de 30 000 $ à peu près par an. Je vous rappelle que la France approche de 50 000. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est correct. Je vous rappelle que par rapport aux 30 000 de la Nouvelle-Calédonie, les Fidji qui sont juste à côté, c'est 3 000 seulement. Il faut bien se rendre compte de ces écarts. Hein. 30 000 pour les uns, 3 000 pour les autres. Tuvalu aussi, pareil, entre 3 et 4 000. Et ça pose des problèmes, hein. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué par rapport aux pays qui sont juste à côté, aux îles qui sont juste à côté. Voilà, si vous voulez, ce panorama de cet ensemble océanien, de cet ensemble du Pacifique pour la France. Alors, quelques photos, là. La ville de Nouméa, je n'ai pas résisté à vous montrer cette photo parce que c'est les découpages de l'île. C'est vraiment ces volcans qui s'enfoncent, hein, c'est comme partout, laissent des cartes tout à fait étonnantes. C'est pas un hippocampe, normalement. Ça, c'est le siège social de la communauté du Pacifique Sud. Organisme international du Pacifique Sud, qui a son siège à Nouméa, et au siège le président les présidents de l'île de la Nouvelle-Calédonie, plus la France. Ça, c'est un quartier riche de Nouméa. Et puis après, vous avez le port qui est important parce qu'il y a du trafic, hein, trafic de minerais, trafic de métal, trafic de touristes, etc. etc. C'est assez important. Et c'est pas trop négatif pour le moment. Alors voilà, si vous voulez, ce panorama. Alors le dernier paragraphe, je ne sais pas combien de temps il me reste, on est dans le temps. Le dernier paragraphe, ça serait la géopolitique et les conflits. Aspects généraux. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. 0,1% de la population mondiale. 0,1%. Que dalle, un confetti. Mais tous les archipels indépendants représentent 6,5% des votes à l'ONU. Et ça, les Chinois sont très friands de cela. Et chaque fois qu'il y a un pays indépendant qui tombe dans leur escarcelle, c'est une voix à l'ONU. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui explique que chaque fois qu'il y a une motion contre la France, et il y en a eu des flopées, hein, il y en a eu des quantités, ça n'arrête pas. Eh bien, tous ces pays-là se liguent contre la France pour dire, eh bien, il faut décoloniser,
même si les gens de ces colonies ne veulent pas partir. C'est compliqué. Les organismes internationaux se moquent de ça et ils votent, et la France ne bouge pas, si bien qu'au bout d'un moment, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors, avec la Chine, le conflit est ouvert et permanent. Donc tous les voyages du ministre des Affaires étrangères chinois dans le Pacifique est suivi à la loupe pour voir un peu chez qui il va, pour voir qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce qu'il va acheter, qu'est-ce qu'il va proposer, etc. C'est extrêmement compliqué. Alors on a des consulats, on a des ambassadeurs, mais c'est pas facile de suivre parce que les Chinois sont plus nombreux que nous et ils veulent envoyer beaucoup plus de monde que nous, bien entendu. Alors il y a deux types de situations aujourd'hui. Il y a les pays, les terres françaises, où la souveraineté est contestée par un pays étranger. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile au plan international et à l'ONU. La souveraineté française est contestée par un pays voisin qui dit les Français n'ont qu'à partir, c'est à nous, etc. Je rappelle que Mayotte est dans cette situation. L'archipel des Comores, le pays des Comores, demande à la France de lâcher Mayotte. Les habitants de Mayotte ne veulent pas pour quitter la France. Et donc, il y a ce problème d'évacuation des immigrants qui arrivent et qu'on ne peut pas contrôler, mais que les Comores ne veulent pas recevoir. Il faudra bien que ça se... d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a détruit les bidonvilles, et ils ne savent plus où aller, ces pauvres gens, donc là, c'est compliqué. Et ça nous pose quand même un problème. Mayotte a fait l'objet, je crois, d'une vingtaine de résolutions à l'ONU. C'est pas de la petite pierre, hein, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Quand un président français va à l'ONU, il y a beaucoup de gens qui lui disent mais attends, il y a 30... La première résolution, c'est la 3385, et elle date de 20 ans. Et il y en a eu une vingtaine depuis. Et donc, décoloniser, la France est mal vue finalement. On a une image de marque dans le Pacifique qui est pas bonne. Même si, par ailleurs, on est bien conscient qu'on tient tous ces pays-là. Mais est-ce qu'on pourra garder cette attitude longtemps? Je ne sais pas. Les îles Éparses, là aussi, c'est un concurrent étranger. C'est Madagascar et c'est l'île Maurice. Et ce qui est important, c'est que c'est le sous-sol, et puis Madagascar, c'est des îles sœurs, en fait, hein, c'est juste à côté. L'île Maurice, c'est pareil, hein, elle n'en a pas besoin, mais c'est juste à côté. Et puis si elle veut avoir cette île, ça aura une puissance un peu plus importante pour exploiter les sous-sols et pour trouver du pétrole et du gaz qui est dessous. Même la Réunion a fait l'objet d'une tentative, pas d'une tentative réelle, mais a fait l'objet d'une prise de parole, mais devinez de qui? De l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a pris une position un jour très en pointe à l'ONU. Et on lui a demandé pourquoi, parce qu'elle portait une résolution pour dire que eh bien, la Réunion devait être décolonisée. Et on lui a dit que c'était la réponse du berger à la bergère, parce que la France avait une attitude ambiguë au moment de l'apartheid. Et alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais le régime nouveau d'Afrique du Sud avait une dent contre la France, et quand elle a pu l'exercer, eh ben, elle l'a fait sur la Réunion. Et l'Afrique du Sud ne veut pas prendre la Réunion, mais comment ils avaient été vexés par l'attitude de la France au moment de l'apartheid, eh ben, ils nous le font sentir. Et ça fait un pays de plus qui veut marcher sur les plates-bandes françaises. C'est pas toujours simple, hein. L'Afrique du Sud, la Réunion, c'est pas évident, hein, c'est pas très très loin, enfin c'est pas à côté, puis il n'y a jamais eu de bisbille particulier, bien entendu. Autre prétention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent quelque chose, il y a le petit rocher de Clipperton. Clipperton, c'est un petit rocher qui est là, vous le voyez, au large du Mexique, et c'est un îlot, il n'y a personne, hein, bien sûr, qu'on possède depuis 1858. Il y a un drapeau français qui a été planté. Et là, c'est le Mexique qui veut le récupérer. En 1897, le Mexique s'y a installé. Il a mis son drapeau, il a viré le nôtre, il a mis le sien. Et il a fallu envoyer un commando, un bateau qui arrivait un peu plus tard pour
essayer de sortir cette affaire. La Cour de justice internationale nous a donné raison et on a gardé cette propriété. Mais le Mexique maintient ses prétentions sur cet îlot qui est à proximité de ses côtes, enfin, pas tout à fait à côté, mais enfin, à proximité des côtes mexicaines, plus proches que des côtes françaises, hein, ça c'est sûr. Et on y envoie un bateau de guerre de temps en temps pour voir un peu ce qui s'y passe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains y avaient mis un dépôt de carburant parce que c'était bien placé pour les transports dans l'océan. Mais bon, bah pour le moment, c'est resté stable, mais cet îlot, il a servi aussi de base, il sert aussi de base météo et de suivi des satellites. Les armées aiment bien avoir un suivi des satellites et aiment bien avoir une ceinture autour du globe de façon à pouvoir suivre les fusées qu'ils lancent et puis les satellites qui circulent. Et d'avoir à Clipperton et ailleurs, comme dans le Pacifique, ils aiment bien ça. Donc ça a une certaine valeur stratégique. C'est pas fondamental. Le Mexique ne fera nous mettre pas en guerre, hein, bien entendu. Mais le Mexique, on a des comptes à régler avec eux. Hein, souvenez-vous, Maximilien. Hein, on avait Napoléon III, il avait envoyé des troupes. Hein, il y a de l'animosité qui revient. Hein, les États, ils ont la mémoire longue, hein, des fois. Et donc, il faudrait bien qu'ils perdent. Bon, pourquoi pas. Hein, bon. Mais je ne sais pas. C'est toujours intéressant parce qu'il y a 350 000 km² qui sont aussi. Hein. Mais personne ne va fêcher, il n'y a pas de Français qui y vont. Hein, parce que c'est de l'autre côté, il faudrait passer le Panama. Enfin bref, il n'y a pas de Français qui y vont. C'est des gens de l'Amérique du Sud qui y vont, hein, incontestablement. C'est pas nous. Alors ça, c'est les territoires qui sont contestés par l'extérieur et sur lesquels ils voudraient bien mettre la main. Et puis il y a le deuxième cas de figure, c'est des contestations internes, plus ou moins fortes. Hein. Il y a des contestations qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, et il y a des contestations internes. Alors dans les contestations internes, je crois qu'il faut ranger la Réunion. Il n'y a pas vraiment de prétention avec l'Afrique du Sud. Mais il y a une petite contestation de temps en temps à la Réunion avec des motifs sociaux, incontestablement. Sur Wallis et Futuna, il n'y a pas de contestation non plus. Mayotte en tant que tel non plus, il ne conteste pas. Mayotte, il va rester français, point la ligne. Il ne conteste pas, hein. C'est bien de l'extérieur. Alors où c'est le plus compliqué, contestation interne, c'est la Nouvelle-Calédonie et c'est la Polynésie. La Nouvelle-Calédonie, on arrive à maintenir la chose grâce à cet empilement de structures politiques, hein, départements, régions, droits coutumiers, droits nationaux, enfin bref, ils ont tout, les Nouvelles-Calédoniens, ils ont tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, la Polynésie, il faudra voir ce que le Congrès et ce qu'il va faire. Personnellement, je pense que le Congrès qui va se réunir et puis le président qui va être élu ne sont pas les forces aînées de l'indépendance. Je crois qu'ils sont assez conscients du fait qu'ils ne pourraient pas vivre tout seuls, il faudrait qu'ils soient accompagnés très longtemps. Est-ce que la France voudra le faire? Enfin, ça pose un certain nombre de problèmes. Je termine. Et il y avait encore deux petits îlots que j'avais oubliés. C'est Mathieu et Hunter. Ils sont sur une... Non, ça doit être sur une autre... C'est peut-être sur une... Ouais. Ah oui, Mathieu et Hunter, c'est ces deux petits îlots qui sont là, qui appartiennent à la France aussi depuis le 19e siècle. Il n'y a rien, il n'y a pas d'habitants, etc. Et là, c'est pas ah, si c'est un pays, c'est le Vanuatu. Le Vanuatu veut nous prendre ces deux îlots. Et j'aurais dû le mettre avec les premiers, quoi. Contestation de l'extérieur. Mais il n'y a personne, là. Ça va pouvoir se régler, ça va s'entraîner, ces trucs-là. Alors vous voyez un peu, c'est compliqué quand même le Pacifique, hein, et je terminerai là-dessus sur quelques idées générales, parce que c'est quand même très compliqué. Cette tutelle française, par rapport à l'attitude qu'ont eu les Anglais, elle pose quand même un certain nombre de problèmes. D'abord un problème financier, un problème matériel, un problème militaire, un problème humain, dont on ne sait pas comment sortir finalement. C'est assez complexe, c'est pas facile. Par ailleurs, les indépendantistes ne sont pas des gens qui veulent à tout prix l'indépendance. Ils voudraient bien l'indépendance, mais avec l'aide française. C'est pas toujours facile, c'est compliqué ça. Et la Chine, qui a tout compris, elle souffle sur les braises. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un petit problème, ils sont là.
ah oui, mais on peut vous aider, là on peut faire ci, on peut faire ça. Et à l'ONU, la Chine, elle a beau jeu de dire, mais attendez, vous les Français, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes une puissance coloniale, vous êtes un pays qui date du 19e siècle. Ça finit par poser des problèmes. Et je ne sais pas quel est le gouvernement qui pourra faire face à tout ça, parce que c'est maintenant très, très compliqué. C'est pas facile. Merci.